enfin, je suis né à Rocoux, comme plus ou moins la moitié des Liégeois, mais mes parents viennent de Flandre, ma mère est de la Celte et mon père est le petit Partelin près de Bruges, il y a plus de cochons que d'habitants, je viens dans la ruralité. Je ne rien pour la ruralité, je le dis tout de suite. Attention, on est quand même à trop ici. Mais non. Et moi je viens de Ligny, c'est la campagne. Oui, c'est ça, il y a toujours plus vert ailleurs. Bon, bref. Mais, et donc à la maison, je parlais les deux langues. Alors moi, j'étais petit, moi je pense que j'avais 3-4 ans, et donc j'avais retenu un petit moyen mnémotechnique, et à cet âge-là, on essayait de simplifier un peu la vie. Et donc c'était, on parle flamand quand il y a un toit au-dessus de la tête, et on parle français quand on va dehors, quand il n'y a plus de toit sur la tête. Ça tenait assez bien la route comme théorie. J'étais à la maison, à l'instar, on parlait flamand avec papa, maman, avec ma soeur, et quand je sortais, ben voilà, il n'y avait plus de toit, donc on pouvait parler français. Ça tenait bien comme dispositif théorique. Mais le petit problème qu'il y a eu, c'est le petit bug, c'est quand mes parents m'ont mis en vacances, vivre 3 jours chez ma bobonne à la Celte. Et là, c'est le bug complet, parce que là, le petit modèle théorique qui ne fonctionnait plus, c'est qu'à l'intérieur, je parlais avec ma grand-mère, avec ma bobonne, je parlais flamand. Ben alors, le jour où on a été chercher le dimanche matin les miches sur la grande place là, de la Seine, ben, la première dame que je rencontre, je commence à lui parler en français, moi évidemment, il aurait pas dit, moi, blif, on s'est tenu, il commençait à pleurer, parce que vraiment, mon modèle théorique, ça ne fonctionnait plus. Quoi. Comme quoi, dans une petite tête, à un moment donné, il y a des petits bugs. Mais donc, derrière ça, ben, c'est une richesse finalement à la maison, c'est d'avoir un peu ces deux langues qui traversaient, je veux dire, au niveau des identités. Et le chapitre, en fait, le premier chapitre commence par sa langue en poche, traite justement des identités. Parce que c'est un grand débat aujourd'hui quand on voit que les nationalismes montent un petit peu partout en Europe. Je veux dire, on le voit en Flandre, on le voit en Écosse, on le voit dans le nord de l'Italie, on le voit en Catalogne, un petit peu partout. Les nationalismes remontent à la surface. Et je crois que ça pose la question des identités. Et le grand problème des nationalismes, c'est qu'ils veulent nous glisser dans une seule identité. Une seule identité communautaire. Or, le problème, c'est qu'on est tous hyper diversifiés comme identité. Je veux dire, moi, je proviens d'Erstal, mais quand je rencontre un Cerésien, je vais me sentir versalien. Quand je rencontre un Carolo, je vais me sentir liégeois. Quand je rencontre un Flamand, je peux me sentir wallon. Quand je rencontre un Français, je vais me sentir belge. Quand je rencontre un Américain, je vais me sentir européen. Et le jour où ils vont débarquer sur la planète avec leurs 4 petits yeux et un petit peu vert de Mars, on va se sentir terrien. Je veux dire avec ces exemples-là, c'est qu'on ne peut pas nous glisser dans une seule identité. Je veux dire, on a tous plusieurs identités. Certains ont des hobbies, il y en a qui aiment bien des sports de combat plus ou moins autorisés en Belgique, comme le Kung Fu. Et il y en a d'autres qui aiment jouer aux échecs, c'est des identités différentes. Il y en a qui aiment bien les deux en plus. C'est encore mieux. On peut très bien aimer Amarek. Mauvais exemple. Je ne pas aimer. C'est un très mauvais exemple. Mais d'autres clubs, on peut très bien aimer le standard, aimer un autre club. Et aimer l'Auxilier. Ouais, ça. Je l'ai divisé dans la partie politique, ça, parce que chez nous, c'est se dire que c'est liégeois. Je viens d'un temps où on n'a même plus connu le stade Vélodrome. Moi, j'ai été au Vélodrome. C'est ça, je joue au cinéma, sur le site. Bon, mais voilà, tout ça pour dire qu'on a plein d'identités différentes et que vouloir nous glisser dans une seule identité, ça colle pas. Ça colle pas. Et si on doit vraiment parler d'une identité aujourd'hui importante, c'est cette identité qui unit tous ces gens en Belgique qui travaillent pour pouvoir avoir leur salaire, les gens qui bossent, et puis finalement une minorité de 2, 3, 4% en Belgique qui vit sur base de ses rentes, qui vit sur base de sa grosse fortune, qui vit sur base de l'exploitation des autres. Je veux dire, ça c'est une identité qui nous transcende tous, qui est une identité économique, qui est transcendante un peu partout, et qui est finalement cette identité de classe. Et je crois que c'est un enjeu important. Parce que souvent, mes camarades, mes amis me posent la question, mais comment ça se fait que la NBA, elle obtienne de tels scores en Flandre, comment on explique ça? En fait, l'explication de telle montée de nationalisme dans les régions riches, puisque c'est caractéristique en Europe des régions riches, du repli sur soi, c'est que dans l'ensemble des pays européens, mais je vais parler ici de la Belgique, depuis 20-25 ans, on nous bourre le crâne avec le moi-je. Moi-je. L'individualisme.
Moi, je suis responsable de A à Z pour la bonne éducation des enfants. Sous-entendu, l'école n'a plus de rôle à jouer. Moi, je suis responsable de trouver un boulot. Sous-entendu, la société n'a plus de rôle à jouer. Moi, je suis responsable de mon bien-être matériel. Moi, je dois réfléchir à mon avenir. Moi, je suis responsable pour mes parents. Moi, je suis responsable pour mes enfants. Moi, je. On nous bourre le cœur avec du moi, je. C'est le culte de l'individualisme. Ça n'a pas toujours été comme ça, hein, mais c'est vraiment typique aux années 80. Et ça nous est distillé à coups de médias dominants. Et je vais même dire pire, c'est pas dans les journaux télévisés que c'est le pire. Hein. Le pire des émissions, excusez-moi, je vais les appeler comme ça, propagande idéologique, c'est les émissions de jeux. Vous avez déjà regardé quand vous regardez les émissions de jeux à la télé? Tous ces jeux sont basés sur la compétition du plus fort contre le plus faible. Tous les jeux. Il y en a un, c'était clair, c'était vraiment le titre. Vous vous souvenez du jeu là? Vous êtes le maillon faible. Vous vous souvenez de ça? Vous êtes le maillon faible. Tu sais, t'as la petite vieille qui est là, qui n'a pas appuyé à tort sur le bumper, là, et t'as les deux autres excuse-moi, qui l'ont pris en pied, je sais pas, elle est maquée, et puis la présentatrice qui regarde la petite vieille qui dit vous êtes le maillon faible. Puis ils étaient des spots, vous avez vu ça? Mais c'est vraiment une émission dont l'idéologie de fond est de dire que la sélection, la concurrence permet d'éliminer les plus faibles. Le 71, j'ai déjà vu le 71, ouais, carrément là, ils sont en 71 pour baquer les biens, quoi. Il y a un gars qui dit ouais, je vous ai vu, etc. Mais c'est que basé sur la concurrence. L'île la tentation, même pour trouver des femmes, c'est la concurrence du plus à l'eau. C'est vrai, hein? C'est complètement les valeurs de cette émission, là. Toutes les émissions de jeu, pour 90%, c'est des émissions de jeu dans lesquelles l'idéologie qui est distillée, c'est la concurrence, la compétition pour que le plus fort s'en sorte. Alors moi, j'ai pas de problème qu'on maintienne ces jeux-là à la télévision. Je voudrais uniquement que sous le petit insigne interdit au moins de 10 ans, au moins de 8 ans, on rajoute émission à caractère libéral. Voilà. Moi, si on pourrait juste avertir que quand vous êtes en train de zapper, vous savez qu'on est en train de vous mettre une émission, je veux dire, avec des valeurs libérales, il n'y a pas de problème, mais le but, c'est qu'on ne vous avertit pas. Et donc, on s'étonne que notre société fonctionne de plus en plus sur la compétition de tous contre tous, mais en fait, on est en train de distiller ça en longueur de journée. Et donc, ce n'est que les organisations qui vont à contre-courant, comme les organisations syndicales, certaines organisations politiques, les clubs de sport, hein, donc le monde associatif, qui essayent de d'introduire un sentiment de cohésion, un sentiment vraiment social pour lutter ensemble, mais on le sent tous les jours, on va à contre-courant. On va à contre-courant parce que dans les entreprises en Belgique, dans les émissions de jeu, dans le courant dominant, on nous inculque des valeurs de chacun pour soi. Et donc, pour revenir à la question du nationalisme en Flandre, dans les régions riches, c'est que les nationalistes arrivent avec une réponse au moi-je. Ils arrivent avec une réponse contre le moi-je en venant avec le nous. Le nous exclusif, le nous communautaire flamand, le nous écossais, le nous catalan, le nous de nous la région riche. Et si nous voulons lutter contre les nationalismes, il est temps que nous, les organisations de gauche, en Flandre, en Wallonie, en Europe et dans le monde, on ose remettre en avant notre propre nous. Le nous qui s'oppose au moi-je, mais pas le nous exclusif communautaire, mais le nous des travailleurs, le nous de l'identité de classe, nous les travailleurs, nous ceux qui produisons la richesse. Et je crois que si l'on veut dans les années à venir, parce que l'Europe va connaître énormément de soubresauts, notamment nationalistes, parce qu'on va voir toute cette idéologie revenir, il faut que nous, le monde du travail, que nous, la gauche, osons remettre en avant cette identité de classe du nous des travailleurs. C'est à partir du moment où le monde ouvrier a pu remettre en avant cette unité-là qu'on a pu aller acquérir des acquis sociaux.